Il est 20h, bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité de ce samedi. Le coup de froid se poursuit en France avec à la clé du verglas, mais aussi les premières chutes de neige en plaine. Chutes de neige dans le sud-ouest, mais également dans le centre. Plusieurs déclenchements de plans grand froid pour accueillir les sans-abri. Le froid qui a déjà fait une victime à Marseille. Nous ferons le point sur la situation. Nous reviendrons sur cette saisie record de cocaïne chez un particulier. Tout cela s'est déroulé à Neuilly-sur-Seine. La valeur estimée de cette saisie est de 7 millions d'euros à la revente. 4 personnes ont été interpellées. Le résultat est là, 111 kilos de cocaïne, de l'argent liquide, des objets de luxe, des vêtements. Une mesure qui concerne plus de 60 000 patients par an. L'hospitalisation pour troubles mentaux décidée sans le consentement du malade ne pourra plus être prolongée au-delà de 15 jours sans intervention d'un juge. À suivre ce soir le témoignage d'une victime d'hospitalisation abusive. J'attendais mon mari et j'ai été encerclée par des infirmiers qui sont arrivés par derrière et on m'a transportée à l'hôpital psychiatrique. Plus anecdotique, mais c'est également l'une des images du jour. La mauvaise passe se poursuit pour Barack Obama. Le président américain pensait se détendre lors d'un match de basket. Il en ressort, vous le verrez, avec 12 points de suture. Nous irons à Washington. Le sport avec le 3e test match du 15 de France. Ce soir en direct sur France 2, la France affronte l'Australie qui reste sur 4 victoires face aux Bleus. Avec nous ce soir Fabien Galtier qui nous livrera les enjeux de cette rencontre. Et puis on retrouvera également tout à l'heure le chanteur Jean-Louis Aubert, l'ancien leader du groupe Téléphone, qui vient nous parler bien sûr musique avec la sortie de son dernier album qui s'appelle Rock Éclair, la vie, la mort, l'amour. Alors comment allez-vous aujourd'hui monsieur Aubert? Eh bien réponse tout à l'heure à la fin de ce journal. À tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous et on commence donc par ces quelques centimètres de neige qui ont causé quelques problèmes de circulation ces dernières 24 heures sur une partie du pays. De la neige et du verglas dans le sud-ouest aussi, également dans le centre et cela alors que la dépression s'est déplacée tout au long de la journée vers l'est. On fait un premier point sur la situation ce soir avec Lionel Feuerstein. Après des heures d'attente, les camions ont repris la route dans le Cantal. Cette nuit, il est tombé 15 cm de neige. Du coup, la préfecture avait préféré suspendre le trafic. L'aire des volcans d'Auvergne, ici, j'étais sur la neige, j'avais à peu près 10 cm sur l'autoroute et j'ai roulé tout le long. Et je suis arrivé ici, j'ai vu les gendarmes, j'étais obligé de m'arrêter. Et il n'y aurait pas eu les gendarmes, je passais parce que c'est comme je suis chargé et je craignais pas de monter la route. Je me équipé comme on est équipé, il n'y a pas de problème. En Bretagne, la neige qui est tombée en petite quantité a tout de même provoqué une belle pagaille. Pas d'accident grave, mais sur la route Rennes-Saint-Malo, les automobilistes semblaient un peu perturbés. Je peux pas m'arrêter parce que si je m'arrête, je patine et je fais un petit peu de... Alors c'est vrai que pour démarrer, bonjour. On voit pas les panneaux. Les panneaux sont tous couverts de neige. Couverts de neige. Alors là, il y en a un, mais on sait pas. Ce matin, comme en Normandie, des centaines de foyers étaient privés d'électricité. Mais depuis, le courant a été rétabli. Seule la Dordogne aurait encore quelques difficultés. Ce soir, Météo France conseille la prudence. Neige et verglas devraient durer jusqu'à dimanche soir. Mais l'alerte orange a été levée. Coup de projecteur justement maintenant sur l'un de ces villages de Dordogne qui s'est réveillé sous la neige ce matin. Un village dans le département à la mi-journée. En tout cas, près de 2000 foyers sont toujours privés d'électricité. Reportage à Lannoy, Anne-Guy Épée, Alain Daré-Grand. Le Périgord vert, joliment repeint en blanc. Mais dans ce village, on s'active dès le petit matin pour retrouver la couleur des trottoirs. On n'est pas habitué à cette saison forcément à avoir surtout une telle épaisseur de neige, quoi. L'équipe municipale de Lannoy ne perd pas de temps. Il faut organiser la visite des personnes isolées par la neige. On se fait la Bourdalléchie et on revient par le puits. Voilà, le secteur sera fait là. Le secteur sera fait. Dans la campagne, les petites routes ne sont pas dégagées. La neige a fait un tapis de près de 20 cm. Certains habitants ont besoin d'être rassurés. On a une population qui est assez vieillissante et il y a des personnes qui ont besoin de services médicaux et donc on essaie de les surveiller, quoi. Comment ça va? Écoutez, on fait le tour des villages et puis on a pensé venir vous faire une petite visite. Vous n'avez besoin de rien en particulier? Non. Vous avez du pain? Non, mais Yvon à côté s'en occupe. Il s'en occupe? Oui, sinon, vous ne voulez pas qu'on vous en fasse passer? J'aime bien la neige, mais il ne faut pas que ça dure trop parce que je me sens vite isolée là. Autre urgence de la matinée, annuler tous les matchs de football du week-end. Le terrain est complètement impraticable. Impossible de déneiger le terrain, on n'a pas de moyens et donc pas de ligne de tracé et puis pour jouer au football ça n'irait pas du tout. On ne pourrait même pas arriver à pousser le ballon. En fin d'après-midi, le temps se radoucit.
Mais ce n'est peut-être qu'un répit. On prévoit de nouvelles chutes de neige pour la nuit. Et les températures vont rester assez froides cette nuit. Il fera -2 à Dijon, à Nevers, moins à Tours, -3 à Alençon, -2 à Aurillac ou encore toujours tout juste 0 degré à Tarbes et à Toulouse. Des températures négatives qui ont, je vous le disais en titre, déjà fait une victime. Une personne sans domicile fixe, âgée d'une quarantaine d'années, est décédée à Marseille alors qu'elle avait passé la nuit dans un hall d'immeuble. Le 115, le SAMU social et les différentes associations sont en tout cas déjà mobilisés. Plusieurs départements ont déclenché le plan grand froid. C'est le cas dans le Nord-Pas-de-Calais. Reportage à Dunkerque. Marianne Masse et Patrick Wurstern. Ce soir encore, des voisins se sont inquiétés pour Patrick et ont appelé la maraude. Est-ce que vous êtes intéressé pour dormir au chaud cette nuit? Au local Grand Froid qui est ouvert ce soir. J'ai même plus de force, plus rien. J'arrive même plus à marcher. Justement, faut pas se laisser aller. On repassera dans la soirée. Réfléchissez. D'accord? La maraude continue, avec parfois sur le chemin des imprévus. Attends, Marius. Marius a pris des coups. Il a besoin de se reposer. On va à l'intérieur. Quoi qu'il arrive, tu vas dormir quelque part. Ça, t'inquiète pas. Direction le local Grand Froid, ouvert en urgence hier soir. Un accueil de 15 lits pour des hommes uniquement, où l'on offre un minimum de dignité, sans juger, sans préjugés. Dès que tu as le mot sans domicile fixe, c'est ça qui... c'est le regard des gens. Dès que tu dis que tu es SDF, voilà, c'est ça. Bonsoir, c'est la maraude. Bonsoir. Ça ne dit pas un lit au chaud? Je m'intéresse pas. Il a dû nous suivre 2 fois. Mais bon, c'est son secteur, hein, il souhaite rester là. Donc on essuie des refus régulièrement. Mais bon, on se déplace quand même. Retour à Dunkerque pour prendre des nouvelles de Patrick. On va te lever déjà, Patoche? Avec l'aide de ses copains de rue et des voisins du quartier, Attends, on fait ça doucement, d'accord? il s'est finalement décidé à accepter la main tendue. Eh, Patoche, c'est bon? Eh ben, je suis contente parce que ça devrait pas exister des gens comme ça. Moi, j'aimerais bien qu'il s'en sorte quand même. Et il n'y a pas que lui, il y en a beaucoup des gens comme ça. Il y a du monde qui s'inquiète pour lui. Fais attention à toi, Patoche. Je te dis à demain. Demain, tu me diras comment ça s'est passé. Je viendrai te chercher demain matin là-bas. Ok? Ok? Les pieds trempés, j'imagine. Les pieds. Bah oui. Ce soir, il profitera d'un repas chaud et de draps propres, d'un espace sans violence et sans la crainte de se faire voler ses affaires. Il y passera la nuit. Peut-être. Voilà pour ce coup de froid sur la France. Et c'est un samedi également de mobilisation pour d'autres bénévoles. La Banque alimentaire collectait des denrées aujourd'hui. Vous les avez peut-être rencontrés en faisant vos courses au supermarché. L'occasion ce soir d'en savoir plus sur ce qui vous motive lorsque vous faites ce type de don. Voici quelques témoignages, propos recueillis en région parisienne par Elisa Hélin et Tatiana Daligo. On pense plus à ceux qui ne vont pas avoir beaucoup de choses sous leur sapin et c'est important que tout le monde ait déjà au moins à manger. L'année dernière, j'étais bénévole pour donner les sacs, donc cette année, c'est moi qui remplis les sacs. Voilà. C'est important pour vous, ce don? Oui, c'est important parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas se le payer, donc moi je peux, donc je donne. Ce que je trouve extraordinaire, ce sont les personnes qui arrivent avec un caddie, qui nous donnent plus de produits qu'elles n'en prennent pour, enfin un caddie ou un sac et qui nous donnent plus de produits qu'ils n'en prennent pour eux-mêmes. Au-delà de donner, je trouve que c'est le principe intelligent, c'est-à-dire qu'on sait où ça va et au moins l'alimentaire, c'est basique mais tout le monde en a besoin. Autre titre de l'actualité, cette saisie assez exceptionnelle selon les spécialistes, saisie de 111 kilos de cocaïne dans un appartement situé à Neuilly-sur-Seine. Il y en aurait pour 7 millions d'euros. 4 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. D'autres complices sont actuellement recherchés. C'est Claude Sampère et Nicolas Hauer qui reviennent sur cette affaire. 111 kilos de cocaïne. Une très belle prise pour la brigade des stupéfiants. Cet après-midi, les policiers ont convoqué la presse pour cette saisie très importante. On est extrêmement satisfait, ça représente un travail considérable pour les policiers de la brigade des stupéfiants. Et le résultat est là, 111 kilos de cocaïne, de l'argent liquide, des objets de luxe, des vêtements. Et une enquête qui a débuté il y a plusieurs semaines avec la direction centrale de la police judiciaire. La saisie a eu lieu la nuit dernière à Neuilly, une ville de la banlieue chic tout près de Paris. La drogue a été trouvée dans un appartement en travaux.
Plusieurs perquisitions ont eu lieu dans d'autres endroits. 4 personnes ont été arrêtées, parmi elles un Iranien et un Vénézuélien. Il faut évidemment un réseau important pour arriver à amener une telle quantité en France et pour avoir la capacité de l'écouler derrière. Je rappelle qu'on est dans un écoulement qui représente sur le marché du gros 4 millions d'euros et au marché au détail autour de 7 millions d'euros. Dans l'appartement, la drogue se trouvait dans des valises et dans un coffre. À l'heure actuelle, 2 personnes en fuite sont activement recherchées et la police poursuit son enquête pour remonter toutes les branches de ce réseau. C'est une question épineuse et qui suscite parfois bien des drames au sein des familles. Je veux parler de l'hospitalisation pour troubles mentaux d'une personne, et cela sans son consentement et à la demande d'un tiers. Eh bien, le Conseil constitutionnel vient de préciser qu'au-delà d'une durée de 15 jours, le juge devra désormais intervenir. Plus de 60 000 patients sont concernés chaque année par ces demandes et parfois ces hospitalisations se font de manière abusive. Voici d'ailleurs ce soir le témoignage d'une victime. Enquête signée Florence Mavic et Jean-François Monnier. On regarde ça. Il y a 6 ans, la vie d'Annie tourne au cauchemar. Elle vient de demander le divorce, une séparation houleuse, violente entre elle et son époux. Ce dernier décide de la faire interner contre sa volonté, sans le lui dire. J'attendais mon mari et j'ai été encerclée par des infirmiers qui sont arrivés par derrière et qui m'ont soulevée, pris par les jambes et les bras, et j'ai pas pu me défendre. Et on m'a transportée à l'hôpital psychiatrique de la ville où je vivais. Une chambre avec des barreaux, des médicaments, la compagnie de malades psychiatriques. Annie se retrouve plongée dans un autre monde. C'était une atteinte à ma dignité, je ne comprenais pas pourquoi on me traitait de cette sorte, j'avais rien fait de mal. On ne m'a pas du tout expliqué pourquoi j'étais là. Comme Annie, chaque année, 62 000 personnes sont hospitalisées sans consentement à la demande d'un tiers, famille ou entourage. 15 000 autres le sont d'office sur décision du préfet, si ce dernier considère que leur comportement compromet l'ordre public. Mais dans un cas comme dans l'autre, ces hospitalisations doivent s'appuyer sur des certificats médicaux. Une expertise parfois trompeuse, Annie en a fait la cruelle expérience. J'étais surprise que mon médecin de famille, en qui j'avais toute confiance, avait pu établir un certificat à la demande de mon mari. Il vous a examiné? Ce médecin ne m'avait pas du tout examiné, d'ailleurs il a été sanctionné par l'ordre des médecins. Comment contrôler l'internement psychiatrique? Le Conseil constitutionnel souhaite que ce soit le juge et non le médecin qui décide de prolonger une hospitalisation au-delà de 15 jours. Une position qui ne convainc pas les psychiatres. Le juge, évidemment, on peut imaginer qu'il aura la plus grande peine à ne pas s'en remettre à l'avis des médecins et des experts. Il n'est pas médecin. On peut imaginer l'engorgement des tribunaux. On peut imaginer aussi que pour les patients, ça va représenter une étape supplémentaire d'un parcours qui est déjà compliqué quand on est hospitalisé. Donc, j'ai envie de dire, je crois que c'est une fausse bonne idée. Annie, elle, ne souffrait pas de troubles psychiques. Elle est restée 3 semaines enfermée contre son gré avant qu'une véritable expertise médicale ne la délivre de son enfer. À l'étranger maintenant, au Brésil, la police de Rio vient de lancer un ultimatum aux narcotrafiquants qui se sont retranchés dans plusieurs favelas. Vous le savez, ces derniers jours, plusieurs assauts des forces de l'ordre avaient déjà fait 35 morts, mais le siège se poursuit et des blindés se sont à nouveau positionnés aux abords d'un nouveau quartier censé abriter près de 200 narcotrafiquants fortement armés. Direction maintenant les États-Unis où les services de sécurité américains ont tendu un piège à un terroriste présumé dans la ville de Portland. Le FBI avait pisté un jeune homme d'origine somalienne et c'est assez étonnant, mais ils lui ont tout simplement fourni les moyens de préparer un attentat. Ils ont donc désormais la preuve que leurs soupçons étaient fondés. Maryse Burgot. Une fête de Noël à Portland, dans l'état de l'Oregon. C'était vendredi soir, un rassemblement bon enfant qui aurait pu s'achever dans le drame. Cet Américain d'origine somalienne savait que beaucoup d'enfants y participaient. Il voulait en tuer le plus possible. Un bien sombre projet pour un jeune homme de 19 ans, étudiant dans une université américaine. Mais Mohamed Osman ignorait qu'il avait été repéré depuis longtemps par les autorités. Quand il envoie des mails, il pense écrire à des contacts talibans au Pakistan. En fait, il écrit à des agents du FBI qui se font passer pour des extrémistes. Comme la loi l'autorise aux États-Unis, ces agents vont laisser le suspect aller jusqu'au bout de son projet. Vendredi soir, une fausse bombe est donc placée dans une fourgonnette près de l'arbre de Noël.
Le public n'a jamais été en danger, l'explosif n'était pas activé, tout était faux, mais le suspect, lui, en revanche, était bien réel. Ce suspect a été arrêté, c'est un nouveau succès pour le FBI. On reste aux États-Unis pour une affaire plus anecdotique et on retrouve tout de suite Maryse Burgot à Washington. Bonsoir Maryse. Alors l'autre image du jour aux États-Unis ces dernières heures, c'est celle furtive du président américain avec une poche de glace sur la lèvre. Il s'est fait poser 12 points de suture. Maryse, racontez-nous ce match de basket qui a donc mal tourné pour Barack Obama. Oui, décidément, Laurent, Barack Obama n'a pas de chance. Après ce qu'il a appelé lui-même la raclée des élections, voici la blessure du match de basket. En ce long week-end de Thanksgiving, Barack Obama s'adonnait à son sport favori, un match amical entre amis, mais un coup de coude a gâché la partie. Rien de très grave, même si le porte-parole de la Maison-Blanche précise qu'un fil fin a été nécessaire pour recoudre la lèvre du président. Alors par chance, Barack Obama n'a pas d'engagement public officiel avant mardi, mais ce jour-là, il rencontre ses adversaires républicains au Congrès. S'il arbore un visage de boxeur, il sera prêt à les affronter et cette bataille-là promet d'être très rude. Maryse Burgot en direct de Washington. Ils étaient entre 50 000 et 150 000 Irlandais en colère dans les rues de Dublin aujourd'hui, comme quoi la France n'a pas le monopole des chiffres approximatifs en la matière. Des Irlandais qui n'acceptent pas le vaste plan de rigueur mis en place par le gouvernement. L'aide financière européenne devrait intervenir dans les prochains jours. Alors, avant de retrouver Jacques Cardoz à Dublin, voici son reportage, image signée Stéphane Guillemot. Au son des cornemuses et malgré le froid et la neige, les Irlandais sont bien descendus dans la rue pour dire non à ce troisième plan de rigueur annoncé par le gouvernement. Nous voulons un nouveau gouvernement et un effacement de la dette. Nous n'avons pas à payer pour ça. On n'a pas besoin d'un accord avec l'Europe. Nous sommes un pays souverain et on doit le rester. Dans le cortège, ce sont évidemment les banquiers qui ont fait l'unanimité contre eux. On ne paiera pas pour votre cupidité. 3, 6 ou 15 milliards, personne n'a voté pour cela. Les banquiers sont vus ici comme des coupables. Les banquiers sont à l'origine de tout cela, le gouvernement aussi. On veut un vrai changement dans ce pays. Ce qui est vraiment injuste, c'est que tous les gens en Europe vont souffrir à cause de l'imprudence des banquiers, du manque de réglementation et de la spéculation. Car ce sont surtout les classes moyennes qui craignent pour leur avenir. Cette jeune mère de famille n'imagine pas voir ses allocations familiales baisser. On nous a déjà étranglés avec le précédent budget. On va avoir du mal avec celui-ci. Qu'est-ce que ça nous laisse? C'est affreux. La manifestation a pris fin à l'endroit même où avait été lue la déclaration d'indépendance du pays. Pour les syndicats, il s'agissait de souligner l'enjeu de cette journée. Alors beaucoup de monde dans les rues de Dublin. Bonsoir Jacques Cardoz, on vient de suivre votre reportage. Bonsoir. Colère et frustration de la population. Le gouvernement irlandais est sous pression. Que va-t-il se passer dans les heures qui viennent? Les ministres des Finances des 27 se réuniront en tout cas demain à Bruxelles. Oui, vous l'avez dit, le gouvernement irlandais ce soir est sous pression et le pire c'est qu'on ne voit pas très bien quelles sont ces marges de manœuvre. Alors c'est vrai, ce soir il y a des discussions dans un grand hôtel de Dublin. Certains membres du gouvernement discutent et tentent évidemment un débat autour de ce fameux plan de rigueur. Mais le problème c'est qu'on voit mal ce gouvernement irlandais revoir complètement sa copie. Il pourrait changer quelques petits détails peut-être, mais probablement pas plus. On l'a entendu dans les rues de Dublin aujourd'hui, beaucoup de rancœur contre les banquiers. Il faut savoir que le peuple a déjà donné 50 milliards d'euros pour renflouer le système bancaire et qu'il a déjà suivi 2 plans de rigueur. C'est énorme, mais voilà, cela ne suffit pas pour l'Union européenne. En tout cas, il y a un signe qui ne trompe pas ce soir. Laurent, l'opposition politique irlandaise a fait savoir que si elle devait revenir au pouvoir, elle non plus ne changerait pas ce plan de rigueur. Merci Jacques Cardoz en direct de Dublin. On vote demain en Côte d'Ivoire pour le deuxième tour de l'élection présidentielle. Un face-à-face tendu, vous le savez, entre le chef de l'État sortant, Laurent Gbagbo, et l'ex-premier ministre Alassane Ouattara. Les partisans de chaque camp ont lancé aujourd'hui leur dernière force dans la bataille à la clé de nouvelles violences qui auraient fait ce soir déjà 3 victimes. En tout cas, la jeunesse ivoirienne est bel et bien au cœur de cette campagne. C'est ce qu'ont pu constater Dominique Derda, Frédéric Rank, Sylvain Barral qui sont sur place. Regardez. Dans l'arrière-cour d'une maison d'Abidjan, 4 ou 5 fois par semaine, ils viennent soulever de la fonte et façonner leur corps. L'haltérophilie, pour eux, ce n'est pas un loisir, c'est de la formation professionnelle. Tous ces gros bras travaillent comme vigiles ou videurs en Côte d'Ivoire. Les rares entreprises qui embauchent sont des sociétés de gardiennage.
un gars comme moi comme ça, j'ai ma femme, j'ai 2 enfants. Bon, je suis vu. Là, si je ne travaille pas, là, ça devient difficile. Mais il y a beaucoup même qui ne travaillent pas. Ils ont des enfants à nourrir, ils ont les maisons à payer, courant, tout ça. Bon, là, c'est difficile. La lutte contre le chômage, Alassane Ouattara en a fait son principal argument de campagne. Ancien Premier ministre, ancien numéro 2 du Fonds monétaire international, il dit connaître les bonnes recettes pour redresser l'économie et créer des emplois. Ils savent que c'est Alassane Ouattara qui peut résoudre le problème du chômage. Donc les jeunes voteront en grande majorité pour Alassane Ouattara. Je vous remercie. Après 11 années de troubles, un coup d'État, une rébellion, la Côte d'Ivoire enfin s'est engagée sur la voie de la démocratie. De l'élection présidentielle de dimanche, les Ivoiriens attendent qu'elle marque un nouveau départ. L'espoir d'une vie meilleure. Nous qui n'avons pas de diplôme, si tu veux, tu peux casser ça là pour gagner ton prix de maille dedans, tu peux te lever pour aller. Mais ceux qui ont des diplômes aujourd'hui, c'est dur pour eux pour travailler aujourd'hui, pour gagner du travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Parce qu'il n'y a pas de travail. Au pouvoir depuis 10 ans, Laurent Gbagbo met sur le compte de la guerre entre le Nord et le Sud les difficultés que traverse son pays. Pour donner une chance à la paix, il faut voter celui qui a ramené la paix. Dans les faubourgs, l'armée, la police se déploie. Un couvre-feu vient d'être décrété. Il entre en vigueur dès ce soir. À la veille de ce second tour, la tension reste vive en Côte d'Ivoire. Les deux candidats ont lancé des appels au calme, mais le moindre soupçon de fraude pourrait bien déclencher de nouvelles violences. Et les violences qui, je vous le rappelle, auraient fait déjà ce soir au moins 3 morts à Abidjan dans des heurts entre la police et des manifestants. Il est 20h19, à suivre dans un instant. Combien comptez-vous dépenser pour les cadeaux de Noël? Notre équipe a tenté de remplir une hotte familiale moyenne avec 250 €. Résultat à découvrir dans un instant. Le sport avec le rugby et l'affiche ce soir entre le 15 de France et l'Australie. On ira au Stade de France retrouver Fabien Galtier qui nous fixera les enjeux de cette rencontre. Et puis musique, on retrouvera avec plaisir notre invité ce soir, Jean-Louis Aubert. Il vient nous présenter son dernier album, il s'intitule Rock Éclair. Mais avant cela, nous vous parlions hier soir de ces 3 adolescents qui ont erré durant 50 jours dans le Pacifique. Ils ont finalement été secourus après avoir dérivé sur 1300 km en mer. Voici ce soir un document qui fait écho à cette aventure. Il y a un an, une famille nantaise a vécu un naufrage dans les Caraïbes. Heureusement, tout cela n'a pas duré 50 jours. Un couple et leurs 2 enfants qui ont, vous allez le voir, filmé leur aventure. Voici ce récit commenté par Lionel Feuerstein et David Dameda. Avec le bateau, l'idéal. C'était en janvier 2009. Une famille de Nantes filme son naufrage en direct. Leur navire vient tout juste de couler en pleine mer des Caraïbes. Maman. Joël Lamère est inquiète, mais pas Alexis, qui pour l'instant garde le sourire. Nous sommes dans les Caraïbes. Quelques heures plus tôt, leur bateau a été heurté de plein fouet par une vague géante. La croisière de rêve pour les vacances de Noël s'interrompt brutalement. On n'était pas blessés, c'était déjà une bonne chose. Il fallait sauver sa peau, c'est que de dire, et sauver la peau de toute la famille, et sans dégâts. Pascal Bazin a une petite radio HF qu'il allume par intermittence pour envoyer des SOS. Un cargo va capter l'appel des naufragés, mais n'arrive pas à les retrouver. Ça fait 3 jours que nous sommes dans le bib. Les jours passent et les conditions de vie à bord se dégradent. Encore le sourire. J'ai eu donc des hallucinations. J'entendais des voix, des gens qui parlaient très très fort et aussi des enfants qui criaient sur des plages. Alors que l'eau vient à manquer, Pascal allume une dernière fois sa radio. Au même moment, un avion de secours survole le radeau et entend son appel de détresse. C'est là qu'on se pose des questions. Si les miracles existent, et là vraiment c'était vraiment étonnant. Ouais. Sans cet appel de quelques secondes, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. Ouais. Le sauvetage s'organise, un bateau des gardes-côtes arrive dans la nuit. Quand les secours sont arrivés, c'était super, quoi. On se croyait presque dans un film un peu, parce qu'en fait, on a sauté dans une chaloupe, ouais, et c'était vraiment, c'était merveilleux là. Avec cette incroyable histoire, la famille Bazin a fait pendant quelques semaines la une des journaux. Aujourd'hui, le couple de Nantais qui n'a pas froid aux yeux n'a qu'une envie, reprendre la mer pour ses prochaines vacances.
C'est parti pour le traditionnel marché de Noël de Strasbourg. L'édition 2010 se déroulera sans vent de churros ou de panini. Le maire de la ville a souhaité que seuls les produits traditionnels y soient vendus. 2 millions de visiteurs sont attendus dans les prochaines semaines. Et c'est donc bien sûr l'heure des cadeaux. Premier week-end de folie dans les magasins aujourd'hui. Nous avons voulu savoir si avec une somme de 250 €, une famille composée d'un couple et de 2 enfants pouvait remplir sa hotte de Noël. Un pari réussi ou pas par notre équipe. On voit le résultat avec Françoise Vallée et Philippe Maire. La foule des week-ends de décembre dans les grands magasins il y a 50 ans. Finalement, les choses n'ont pas changé. Je voudrais savoir quel budget vous consacrez à l'achat de ces jouets. Le tiers ou le quart du budget d'un mois moyen. Presque une petite folie, mais comme il a été gentil, alors... Nous aussi, ils ont été gentils, mais pas de folie. Le budget est serré. Pour Romain, Jeanne, les parents, beaux-parents et grands-parents, nous avons 250 €. Pour Romain, 6 ans, il me faut un jeu de construction. C'est très bien, il y a plein de choses à faire dessus, donc je le conseille. 34,95 €. On va prendre le petit nounours. D'accord, ok. Donc c'est reversé pour construire des écoles. 25. Sur la liste pour Jeanne, un téléphone portable hors de question. À 12 ans, Jeanne est un peu fashion victime. Je lui trouve un MP3 à 59 €. Et il est aussi sur sa liste, ce jeu d'aquarelle. 59 pour le nano, moins 14,90 pour l'aquarelle. Pas mal la calculatrice. Allez, moins 29 €, je l'offrirai à mon mari. Il reste 87 €. Les beaux-parents et moi. J'ai des parents et je leur proposerai du thé. Différentes saveurs de thé, ce serait bon? Bonne idée, pas de jaloux. 3 boîtes de thé bio pour tout le monde. 6 boîtes, j'en ai pour 60 €. De jolis paquets pour tout ça. Pendant ce temps, faisons les comptes. Il me reste à peu près 27 €. Super, un calendrier de l'Avent, des papillotes à pétard pour mettre sous le sapin. 250 € maxi, c'est gagné. Par contre, j'ai mis 4 heures pour acheter 8 cadeaux. Voilà, avant de retrouver Jean-Louis Aubert, le sport et le rugby. On va faire tout de suite un petit détour par le Stade de France afin de retrouver à quelques minutes du coup d'envoi de France-Australie notre consultant, Fabien Galtier. Bonsoir Fabien. Voilà en tout cas un vrai test face à une équipe de l'hémisphère sud. Alors, quelles sont les qualités de cette équipe australienne qui nous a battus, il faut le rappeler tout de même, lors de nos 4 dernières oppositions? Voilà, en résumé, bonsoir. Les qualités, la qualité principale de l'équipe d'Australie, c'est de nous battre régulièrement, grâce notamment à des qualités physiques hors du commun, la capacité aussi à jouer un rugby très rapide, très incisif, très organisé, mais un point faible, la mêlée. Et je crois que les Français aujourd'hui vont travailler ce sujet de près. Eh bien, on vous retrouve tout de suite, Fabien, pour le match en direct, juste après ce journal. La musique est notre invité maintenant. Il avait quelque peu quitté les studios et le devant de la scène médiatique, mais on ne l'avait pas oublié. Il faut dire que les rockers Made in France ne sont pas si nombreux. Jean-Louis Aubert est de retour en musique avec son nouvel album qui s'appelle Rock Éclair. Bonsoir Jean-Louis Aubert. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous n'êtes pas tellement habitué au plateau de 20 h comme ça. On va discuter tranquillement ensemble. C'est maintenant, je reviens, c'est le titre. L'un des premiers titres de votre album. Quelquefois, vous vous dites, je n'en reviens pas d'être toujours là. Ça veut dire que vous posez la question de savoir le temps qui passe comme ça a été parfois compliqué, parfois difficile. Oui, je trouve surtout que c'est une chance, quoi. En fait, cette chanson, ça m'évoque un peu la plus belle histoire d'amour de Barbara, le public les théâtres, qui nous suit. La musique qui me reprend dans ses bras. Puis c'est vrai que l'an dernier, j'ai eu la mauvaise surprise de perdre beaucoup de petits alter-ego qui avaient mon âge. Et donc, du coup, voilà, des copains dont je chantais la liberté, je continuais à la chanter, mais eux sont partis. Ils sont partis. Justement, dans la biographie de Keith Richards, Life, chez Robert Laffont, que je lisais, on se rend compte que la vie de rocker, elle est extrêmement rude et extrêmement violente. Alors, c'était la sienne. Est-ce que la vôtre a été aussi rude et violente parfois? Oui. Forcément. Oui. En plus, on a eu un peu le même genre d'expérience, mais nous, on était moins connus, c'était à nos tout débuts, donc c'est peut-être encore plus risqué. En plus, on avait l'habitude de rentrer au concert en passant par les toits. Donc, mais ce que je trouve dans ce bouquin, ce qui m'a le plus plu, un peu comme dans le bouquin de Dylan, c'est l'amour de la musique. Quand il partage son amour de la musique, alors là, c'est vraiment
très sincère et pour un musicien comme moi, c'est très prenant. Un amour qui reste chez vous, malgré, vous le dites, un peu cabossé, un peu plus ridé, mais finalement l'amour, il est toujours là, l'amour de la musique. Plus que jamais. Plus que jamais. Donc ce temps qui passe, finalement, il est plutôt, pas angoissant, il est plutôt toujours constructif. Ah oui, et puis la musique, c'est une leçon de vie. Et puis à chaque fois qu'on gravit une colline, c'est pour voir un nouvel océan, une nouvelle montagne. C'est vraiment un monde sans fin. Donc au niveau apprentissage, c'est pour ça qu'il y a des vieux bluesmen et tout ça. Ça ne se finit jamais. Allez, on va vous écouter, vous entendre quelques extraits de ce dernier album, Rock Éclair, un titre qui a un sens bien particulier, album intime, reportage Christophe Hérault, Thierry Breton, on se retrouve juste après. Jean-Louis Aubert, icône rock à l'éternelle allure d'ado, nous a invités sur son lieu de travail. Et qui mieux que ces musiciens pour nous parler de lui? Jean-Louis Aubert, c'est qui? Un monument, il est là depuis toujours. Il a des chansons qui sont dans la tête de tout le monde. La première fois, j'ai fait des bons. Quand il m'a appelé au téléphone, j'ai fait des bons. Pour moi, c'est le chanteur de téléphone et le chanteur de la première chanson que j'ai jouée en groupe. Donc, retour vers le passé, 1976-1986, c'est la décennie téléphone. Et coup de tonnerre, le rock se chante aussi en français. 25 ans plus tard, Aubert signe son 7e album en solo. Non, ce n'était pas moi. Un album né d'une douleur. Après le décès de son père, il s'exile dans le sud de la France, une bâtisse, la nature, des instruments. Et en 3 semaines naissent 13 chansons. D'être toujours là, maintenant. 13 chansons sombres et graves, mais aussi rebelles, naïves et pleines de vie. Jean-Louis et sa guitare ont fait le deuil et disent le temps qui passe. J'allais oublier avant de se quitter, pour Jean-Louis Aubert, il y a toujours une éternelle question. Dernière question, celle auquel vous échappez plus depuis 2 ou 3 ans. Téléphone, c'est pour quand? C'est pas le moment. Je suis occupé. Alors on parlera de téléphone tout à l'heure, Jean-Louis Aubert, on l'a dit, un album très intime, très personnel. Vous avez passé les 6 derniers mois de la vie de votre père à ses côtés. Vous dites que ça vous a permis d'être un bon fils? Ouais, genre, je trouve que c'était élégant de sa part de partir doucement et quand j'étais pas en tournée, quoi. Je crois que j'aurais pas fait cet album si j'avais pas eu ces moments. Vous êtes curieux ce que je vais dire, mais c'est des moments de joie, quoi. D'être à ses côtés, de partager des choses et dans ces coulisses de la vie aussi, de regarder les autres personnes qui étaient là, les infirmières et j'ai trouvé qu'il y avait des moments de tendresse, des petits bonheurs grappillés. C'était très émouvant en fait, peut-être beaucoup plus tendre que ce qui se passe dans nos rues. À l'adolescence, votre père, il comprenait que vous soyez parti comme ça pour chanter ou pas? Ça s'est très mal passé au départ, mais en fait, il est devenu un très grand allié très vite parce qu'il aimait beaucoup la poésie ou l'écriture, les mots, et donc c'était la principale personne avec qui je partageais mes textes. Et ils les connaissaient tous par cœur, donc c'était bien. Jean-Louis Aubert, il y a quelques années, vous rêviez d'un autre monde. J'imagine qu'aujourd'hui encore, ce texte est d'actualité? Plus que jamais? Plus que jamais, quoi. Mais en fait aussi, c'était un élan de vitalité. C'est un élan que j'ai toujours. C'est le monde en général, mais c'est aussi la manière qu'on a de le voir. Je crois beaucoup à l'initiative personnelle aussi. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. On parle un mot de votre fils qui collabore, la boucle est bouclée, votre père, votre fils qui collabore à cet album. Ah ouais. Je souhaite à tous les papas d'avoir un regard aussi tendre sur eux que le regard qu'il m'a donné sur les photos. Merci beaucoup à vous. Le temps presse malheureusement. En tout cas, on n'aura pas parlé de téléphone. C'est pas mal une interview sans parler de cette reformation de ce groupe. Vous reviendrez nous en reparler si ça se passe. Merci beaucoup. Votre dernier album s'appelle Rock Éclair et on vous retrouvera bientôt, bien évidemment, sur scène. Merci beaucoup. Et puis un rappel, cela fait aujourd'hui 333 jours que nos 2 confrères, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier, ainsi que leurs 3 accompagnateurs, sont retenus en otage en Afghanistan. Nous pensons bien sûr à eux, ainsi qu'aux 6 autres otages français retenus dans le monde.
Voilà, avant de se quitter, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi. C'est cette vague de froid qui se poursuit en France, vague de froid accompagnée de quelques chutes de neige. Le plan grand froid a été décrété dans plusieurs départements. Un sans domicile fixe a perdu la vie ces dernières heures à Marseille. Un numéro à retenir en tout cas, numéro d'urgence, le 115. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. À demain, tout de suite la météo. Laurent Romeshko, justement, 20h45. Le Stade de France et ce match entre la France et l'Australie. À demain donc pour le 13h, pour 13h15. Un document à suivre sur François de Grossouve demain. Passez une très belle soirée. À très bientôt, Jean-Louis Aubert. Merci d'être venu. Au revoir. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.